programme ABCD, on nous dit que c'est simplement un moyen d'améliorer l'égalité homme-femme. On s'aperçoit qu'en réalité, dans les pays où on s'inspire de ces théories-là, les inégalités se renforcent. Et il n'y a pas du tout d'amélioration de l'égalité homme-femme. En Suède, en Finlande ou en Norvège, les inégalités garçons-filles sont beaucoup plus importantes que dans les autres pays de l'OCDE. Tout simplement parce que là aussi, il y a un présupposé fondamental de la théorie du genre qui se retrouve totalement en contradiction avec la réalité de ce que vivent notamment les enseignants et les élèves dans les écoles. C'est le concept de dire que de toute manière, les filles sont les victimes du système. Sauf qu'à l'école, ce n'est pas le cas. Et tout le programme ABCD est construit comme ça. Le programme ABCD consiste à culpabiliser les enseignants en disant aux enseignants « Faites attention, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de favoriser les garçons. Vous parlez beaucoup trop aux garçons, pas assez aux filles. Vous êtes en train de limiter leur ambition. Vous utilisez des manuels scolaires ou de la littérature qui est genrée et qui est même quelquefois appelée masculiniste, c'est-à-dire qui valoriserait les garçons. » Sauf que dans les faits, les garçons ne sont pas du tout favorisés par le système scolaire. Sur 150 000 jeunes qui sortent sans diplôme, 100 000 sont des garçons. Ils ont les plus grandes difficultés dans l'apprentissage de la lecture et les diplômés sont très majoritairement des filles. Oui, donc je suis le président de l'UNI, et l'UNI a fondé en février 2013 l'Observatoire de la théorie du genre, de façon à la fois éclairer le débat sur la théorie du genre et mobiliser contre certains projets, notamment contre l'amendement qui avait été déposé par Julie Sommaruga, qui visait à rendre obligatoire l'éducation à l'égalité de genre à l'école primaire. Donc ça a été notre première mobilisation. D'accord, donc c'était le point déclencheur, l'élément déclencheur de l'organisation. Alors, le véritable élément déclencheur, il est un petit peu antérieur. C'est que j'étais membre d'un groupe de travail lancé par Vincent Payon en octobre 2012, qui consistait à réfléchir à une généralisation de l'éducation à la sexualité pour tous les enfants à partir de 6 ans. Et dans ce groupe de travail, il y a eu effectivement des débats, et ce qu'il en est ressorti, c'est que forcément on ne parle pas de procréation, de contraception des enfants de 6 ans, et que l'éducation à la sexualité chez les plus petits, ça devait être l'occasion de dépasser la binarité historique entre masculin et féminin. Et donc c'est cette phrase-là qui, moi, m'est restée et qui m'a amené à essayer de comprendre un petit peu ce qu'il voulait dire par dépasser la binarité historique entre masculin et féminin. Et effectivement, j'ai découvert à ce moment-là qu'au sein du ministère de l'Éducation nationale, parmi les associations qui étaient mandatées par le ministre, il y avait beaucoup de militants de la théorie du genre. Et donc on a commencé un petit peu à creuser, et on a voulu lancer cet observatoire pour montrer factuellement au début ce qu'était la théorie du genre, et puis petit à petit décrypter les textes, notamment des théoriciens américains et aussi de leurs adeptes français. La théorie du genre, finalement, notamment en France, on peut dire qu'elle est multiple, mais qu'il y a quand même un point commun, c'est le concept d'identité de genre, tel qu'il a été notamment arrêté de façon très officielle dans un texte de 2006, la Convention des droits des personnes LGBT de Montréal, et puis après dans les principes de Yogyakarta, et qui consiste à dire que l'identité de genre, c'est le sentiment d'appartenir à un genre, et que ce sentiment d'appartenir à un genre est indépendant du corps et du sexe. Et donc, on peut parler de théorie du genre dès lors qu'on fait un distinguo strict entre le sexe et le genre, et qu'on prétend qu'on peut être, par exemple, de sexe masculin, un homme, et de genre féminin, et que les deux peuvent être totalement découplés, et qu'on pourrait avoir de multiples genres. Et ça, effectivement, on est à ce moment-là vraiment dans la théorie du genre telle qu'on la vit aujourd'hui, puisqu'il y a eu de multiples avancées, mais la théorie qui est appliquée, qui illustre les politiques aujourd'hui, c'est cette conception-là, qui se traduit notamment en France par des travaux d'universitaires, ceux d'Éric Fassin qui dit
l'objectif c'est de déconstruire les stéréotypes pour lever la binarité entre masculin et féminin. Des universitaires comme Marie-Hélène Boursier à Lille 3 qui dit effectivement qu'il n'y a pas deux genres, mais qu'il y a une multitude de genres, qu'il y a N genres et qu'on doit pouvoir choisir entre cette multitude de genres. Et les écrits de Judith Butler qui restent encore aujourd'hui la figure de proue de tous les théoriciens du genre en France comme à l'étranger. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, moi, de la théorie du genre, il semblerait que même au sein de ceux qui prônent cette théorie, il y ait des divergences. Il y en a qui semblent plus, on va dire, modérés, et d'autres qui semblent plus radicaux. Oui, en effet, la théorie du genre, c'est quelque chose qui a évolué dans le temps. Qui est né en fait dans les années 70 aux États-Unis essentiellement, et qui est né de deux racines. Une première racine qui sont une racine marxiste qu'on retrouve surtout dans ce qu'on appelait les études féministes, qui en gros considéraient qu'il fallait étudier les rapports de domination homme-femme. Et donc dans une logique très marxiste où en gros on remplaçait la lutte des classes par la lutte des sexes et le bourgeois devenait l'homme, l'exploitait la femme, et donc on avait une lecture finalement très dominant-dominé, et c'était les études féministes. Mais là on était encore dans quelque chose qui finalement était assez classique puisque on reconnaissait l'homme et la femme. Il y a eu un premier saut de radicalité avec Monique Wittig, qui est une romancière française et qui est encore aujourd'hui considérée même aux États-Unis comme la pionnière de la théorie du genre, qui va faire un premier saut puisqu'elle va considérer que ce qui est important, c'est pas le rapport de domination homme-femme, mais c'est l'orientation sexuelle. Elle va par exemple dire que dans ce rapport de domination homme-femme, les seuls qui sont réellement libres, ce sont les femmes lesbiennes, puisque les hétérosexuels finalement collaborent avec l'homme, et donc il faut dépasser l'hétérosexualité. Donc là on a un premier saut de radicalité qui va être à l'origine d'ailleurs du courant classique de la théorie du genre, notamment incarné par Judith Butler. Deuxième racine, c'est la racine qui est née en fait aux États-Unis dans les années 50 des travaux de Stoller et de Monet, deux psy qui s'intéressent soit à la transsexualité, soit aux enfants intersexes, dont la célèbre expérience tragique de Bruce Reimer. Et ces deux racines-là vont amener à la création de ce qu'on a appelé la théorie du genre ou la French Theory. Et à chaque fois, elle a avancé par des sauts de radicalité. Donc on a eu d'abord ceux qui pensaient qu'on pouvait simplement choisir son genre, c'est que le genre était indépendant effectivement du sexe et qu'il fallait déconstruire les stéréotypes de genre pour pouvoir choisir librement. Et puis donc on choisissait entre masculin et féminin, toujours cette binarité, mais on pouvait la choisir. Et puis on a eu un saut plus important avec ce qu'on appelle la théorie queer, qui est effectivement encore plus radicale, qui là prétend qu'il n'y a même pas deux genres, et donc on pourrait choisir dans une infinité de genres. Les plus modérés parlent de 5 genres, les autres, comme Marie-Hélène Boursier, expliquent qu'il y a N genres, et donc on a effectivement des sauts de radicalité. Malheureusement en France, aujourd'hui, cette théorie, elle a évolué par saut de radicalité, c'est finalement la version la plus radicale qui est aujourd'hui la plus présente aussi bien dans les instances internationales que parmi les militants qu'on retrouve dans les cabinets ministériels, ou en tout cas qui influencent les cabinets ministériels. Et donc on est plutôt proche de ce qu'on appelle la queer théorie, incarnée notamment en France par Fassin, Marie-Hélène Boursier, qui se revendique effectivement des travaux de Judith Butler, qui elle est aujourd'hui clairement revendique le fait de faire de la théorie du genre. Elle l'a d'ailleurs rappelé très récemment dans un entretien au Nouvel Obs, au moment où justement le gouvernement disait que la théorie du genre ça n'existe pas, etc. Judith Butler a rappelé qu'elle faisait de la théorie du genre et que ceux qui se revendiquent d'elle font de la théorie du genre. Et effectivement, c'est ça qui existe aujourd'hui et qui est d'ailleurs très politique, puisque c'est une théorie qui a un aspect assez particulier, c'est qu'elle est à la fois portée par des universitaires, mais dans un esprit militant. Et très militant. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre, parce que c'est cette dualité-là qui en fait quelque chose d'assez particulier. Judith Butler, comme Éric Fassin, revendiquent le fait que la théorie doit avoir une portée politique, et que ce qu'ils font, c'est quand même très politique, et ça va jusqu'à remettre en cause, par exemple, Éric Fassin dit qu'il faut challenger les sciences, remettre en cause les résultats des sciences, notamment de la biologie, pour réfléchir à ce que finalement on nous impose avec les sciences,
considérant par exemple que la rationalité est un concept phallocentrique, et ça va jusqu'à des travaux, par exemple ceux de Harding, qui est une spécialiste de l'épistémologie des sciences, militante du genre, et qui va inventer quelque chose qui est encore aujourd'hui porté par les militants du genre, qu'on appelle l'objectivité forte, qui est exactement l'opposé de l'objectivité. Pour elle, seuls les militants du genre sont objectifs. La seule manière de produire une science objective, c'est d'être militant, nous dit-elle, et tous les militants du genre, les théoriciens du genre, les universitaires du genre ont fait cette vision-là et vont contester la science classique par une science militante. Et donc c'est pour ça qu'on a en face de nous des gens qui sont à la fois des universitaires et à la fois ultra militants. Et c'est très difficile du coup de les combattre parce que quelquefois ils ont des méthodes militantes et dès qu'on conteste une méthode militante ils disent ah non mais nous on est des universitaires, il y a la recherche libre, il faut pas nous traiter comme des simples militants, sauf que ce sont des militants qui vivent à l'université mais c'est pas des universitaires au sens classique du terme. Vous parliez de la queer théorie, en quoi elle se différencie vraiment de la théorie du genre? Enfin, il me semble qu'elle... En fait, c'est juste une étape, c'est pas d'ailleurs la queer théorie, ça fait partie de la théorie du genre, puisque Judith Butler, qui dit qu'elle fait de la théorie du genre, est celle qui a inventé la queer théorie. La queer théorie, elle va un peu plus loin, puisqu'elle dit effectivement qu'il n'y a pas deux genres, le masculin et le féminin, mais qu'il y en a beaucoup plus, et qu'on peut choisir dans cette galaxie de genres, et qu'effectivement donc il y a une possibilité de dépasser cette binarité. Et elle appelle effectivement au dépassement de la binarité entre masculin et féminin. Et donc c'est simplement, on pourrait dire que c'est la mise à jour de la théorie du genre, c'est la théorie du genre 2.0, mais c'est déjà quelque chose qu'on retrouve, puisque récemment, Christiane Taubira a mandaté le Conseil consultatif national des droits de l'homme pour réfléchir à l'évolution du droit français, et notamment à l'introduction du terme genre à la place du mot sexe. Et dans cet avis du Conseil consultatif des droits de l'homme, on retrouve cette conception du genre, puisqu'on nous dit qu'il faut dépasser la notion de transsexualisme dans le droit français par la notion de transidentité, parce qu'elle permet d'aborder trois questions fondamentales. C'est la question des transsexuels. Donc les transsexuels, c'est des personnes qui changent de sexe et de genre. Ils mettent en conformité, c'est des personnes qui, en gros, un homme se sent femme, il va devenir femme et met en conformité son sexe et son genre. Deuxième, ça c'est un cas de figure qui a toujours existé. Deuxième cas de figure qui, effectivement, là, déjà commence à être de la théorie du genre, c'est le cas de ce qu'on appelle les personnes transgenres, c'est-à-dire des personnes qui décident de rester dans leur corps, de sexe masculin par exemple, mais d'avoir des papiers d'état civil de femme en se disant qu'ils se considèrent comme une femme. L'exemple peut-être le plus emblématique dans les semaines qui vont venir, c'est l'exemple du candidat autrichien à l'Eurovision, qui effectivement est un homme, revendique son corps d'homme, y compris dans sa pilosité la plus absolue, puisqu'il a décidé de porter la barbe tout en se revendiquant être une femme. Donc c'est un transgenre. Et dernier cas, qui est déjà reconnu dans cet avis-là, c'est ce qu'on appelle les personnes queer, et la Commission consultative nationale des droits de l'homme nous dit qu'il faut prendre en compte ces personnes-là, c'est-à-dire des personnes qui ne veulent pas être catégorisées en tant qu'hommes ou femmes, mais veulent être de sexe indéterminé ou neutre. Et donc on prévoit cette catégorie-là déjà dans le droit français, en tout cas dans les avis qui sont mis pour préparer cette réforme législative. Et donc on a déjà la théorie queer qui intègre les politiques publiques et qui effectivement les influence. Parce que la majorité des universitaires français qui prônent la théorie du genre sont des militants queer. On n'a plus beaucoup de militants classiques, en gros, qui se revendiquent par exemple d'Anne Oakley, qui était une des premières militantes de la théorie du genre, et qui effectivement, elle, voulait simplement déconstruire les stéréotypes de genre pour pouvoir choisir entre le masculin et le féminin. Là, on a des gens qui veulent aller beaucoup plus loin déjà. D'accord. Et alors en France, là, il y a M. Payon en janvier qui souhaitait expérimenter dans quelques écoles l'ABCD de l'égalité. Alors non, en réalité, c'est Vincent Payon, le 4 janvier 2013, lui, fait une circulaire qu'il adresse à tous les recteurs en leur disant
appuyez-vous sur la jeunesse pour changer les mentalités, notamment sur la question de l'identité de genre. C'est effectivement la première fois que dans un texte officiel de l'éducation nationale, on a le concept d'identité de genre. Mais lui, il était surtout basé sur le développement de l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire une éducation pour les enfants à partir de 6 ans. Il s'est mis en plus, est venu compléter ce dispositif-là, un programme porté par Najat Vallaud-Belkacem, qui s'appelle les ABCD de l'égalité, qui effectivement, eux, concernent les enfants plus jeunes, à partir de 3 ans, et qui vise à déconstruire les stéréotypes de genre chez les plus jeunes. Et ça a été lancé effectivement depuis 1er janvier 2014 dans 10 académies, et c'est aujourd'hui effectivement un dispositif que nous, on combat, parce que c'est un dispositif qui vise à gommer un petit peu les repères masculins et féminins, comme ça se pratique en Suède, dans des crèches comme la crèche Egalia, qui sont des crèches qui mettent en avant ce qu'on appelle l'éducation neutre, une éducation où on supprime les repères masculins et féminins au motif qu'il ne faut pas assigner de force un genre à un enfant. Il faut leur permettre d'être libres de choisir leur genre. En Suède, ça va très loin, puisque les enseignants sont priés d'utiliser un pronom neutre pour interpeller les enfants, en en suédois, pour ne pas assigner de force un genre à un enfant en l'appelant il ou elle. Il faut savoir que ça paraît totalement surréaliste, mais en France, on a aussi des militants qui proposent de créer un pronom neutre. En France, on a 2 possibilités aujourd'hui, le débat n'a pas été tranché, ça serait soit l'elle, soit ol, mais il y a aussi cette volonté de créer un pronom neutre en français, et Geneviève Fioraso a dégagé des crédits pour qu'on réfléchisse sur la création d'une langue non sexiste et neutre. Donc il y a des travaux qui vont être commandités par l'université française, payés avec nos impôts, pour justement réfléchir à cette langue neutre. Donc ça, effectivement, c'est plein de choses qui se mettent en place. Le programme ABCD donc, a cette difficulté-là, et surtout le programme ABCD, on nous dit que c'est simplement un moyen d'améliorer l'égalité homme-femme. On s'aperçoit qu'en réalité, dans les pays où on s'inspire de ces théories-là, les inégalités se renforcent. Et il n'y a pas du tout d'amélioration de l'égalité homme-femme. En Suède, en Finlande ou en Norvège, les inégalités garçons-filles sont beaucoup plus importantes que dans les autres pays de l'OCDE. Tout simplement parce que là aussi, il y a un présupposé fondamental de la théorie du genre qui se retrouve totalement en contradiction avec la réalité de ce que vivent notamment les enseignants et les élèves dans les écoles. C'est le concept de dire que de toute manière, les filles sont les victimes du système. Sauf qu'à l'école, ce n'est pas le cas. Et tout le programme ABCD est construit comme ça. Le programme ABCD consiste à culpabiliser les enseignants en disant aux enseignants « Faites attention, sans vous en rendre compte, vous êtes en train de favoriser les garçons. Vous parlez beaucoup trop aux garçons, pas assez aux filles. Vous êtes en train de limiter leur ambition. Vous utilisez des manuels scolaires ou de la littérature qui est genrée et qui est même quelquefois appelée masculiniste, c'est-à-dire qui valoriserait les garçons. » Sauf que dans les faits, les garçons ne sont pas du tout favorisés par le système scolaire. Sur 150 000 jeunes qui sortent sans diplôme, 100 000 sont des garçons. Ils ont les plus grandes difficultés dans l'apprentissage de la lecture, et les diplômés sont très majoritairement des filles. Et en termes d'ambition, on s'aperçoit aussi que les filles, à note égale, font preuve d'une plus grande ambition et font des meilleurs choix stratégiques dans leur orientation que les garçons. Donc tout le dispositif qui est en train d'être mis en place par la ministre, c'est un dispositif qui repose sur une hypothèse idéologique qui s'avère totalement en contradiction avec la réalité. Et ça aura une conséquence, comme ça a été le cas déjà dans les pays scandinaves, ça va être en fait de renforcer les inégalités en favorisant ceux qui sont déjà favorisés, c'est-à-dire les filles, et en mettant un peu plus en difficulté des garçons qui ont déjà de très grandes difficultés dans le milieu scolaire. Donc le programme ABCD, c'est quelque chose qui ne fonctionnera pas, qui risque de produire de véritables difficultés, notamment pour les jeunes garçons, et qui en plus n'a jamais été évalué. C'est la première fois qu'on est en train, comme d'ailleurs toute la théorie du genre, c'est quelque chose qui est né dans des esprits un petit peu fumeux, qui n'a jamais été réellement évalué par des spécialistes de l'enfance, notamment par des pédopsychiatres. La majorité des pédopsychiatres s'inquiètent de ces théories-là, et pourtant, on est en train de la généraliser à marche forcée, sans avoir eu le temps de savoir quel serait l'impact sur les enfants. Alors j'ai 2 questions pour rebondir sur ce que vous venez de dire. Alors la première, oui, c'était justement le fait que tout est basé sur le fait que les femmes sont les victimes des hommes.
Et parallèlement, on parle de déconstruire des stéréotypes, mais est-ce qu'on n'en construit pas plutôt un? De toute façon, c'est d'ailleurs, y compris les théoriciens du genre le reconnaissent, hein, Judith Butler le dit bien, il n'y a pas, la neutralité n'existe pas. Et on remplace des stéréotypes par d'autres stéréotypes. Donc quand on prétend déconstruire les stéréotypes de genre, en supprimant par exemple la littérature enfantine classique, en mettant à l'index les contes de Disney parce qu'on juge que les princesses sont trop féminines et que les princes sont trop virils, et avoir à la place remplacer ça par une littérature qu'on appelle non-genrée, avec papa porte une robe, maman est une femme à barbe, etc. En réalité, c'est pas neutre ce qu'on est en train de faire. On est en train de remplacer un stéréotype, c'est-à-dire des repères masculins et féminins traditionnels, par d'autres repères, d'autres stéréotypes qui sont tout aussi contestables et qui sont surtout beaucoup plus déstabilisants pour les enfants parce que c'est pas quelque chose qu'ils rencontrent dans la vie de tous les jours. L'exemple type, c'est le livre Papa porte une robe. Papa porte une robe, on voit bien que la volonté, c'est de déconstruire totalement, de se moquer même des stéréotypes. On retrouve, par exemple, la scène de Cendrillon, où dans Papa porte une robe, c'est justement ce boxeur en robe qui est en escarpin, et c'est un pompier qui va essayer de le retrouver en lui retrouvant l'escarpin. On retrouve les contes, mais finalement on a remplacé un stéréotype par un autre qui est au moins aussi critiquable, sauf qu'on essaye de le faire passer pour quelque chose de neutre, alors que ça ne l'est pas, et que d'ailleurs les théoriciens du genre nous le disent que ça ne l'est pas. Mais là aujourd'hui, dans la politique publique, notamment le gouvernement, essaie de nous faire croire que ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose qui est simplement un progrès et qui serait neutre et qui permettrait plus de liberté pour les enfants. Et là encore, on s'aperçoit d'ailleurs que l'éducation neutre, c'est un fantasme, puisque en Suède, on nous dit qu'on fait ça pour donner plus de liberté aux enfants, l'éducation neutre, qu'on fait ça en fait pour qu'ils soient libres de choisir plus facilement leur identité de genre, sauf que ça se fait au prix d'une privation de liberté, puisque notamment les jeux qui sont mis en place dans la crèche Egalia, par exemple à Stockholm, de façon à ce que les enfants ne soient pas tentés d'aller vers des jeux genrés, on fait en sorte qu'il n'y ait plus de jeux de libre, plus de plages de liberté. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des plages de liberté, les pédagogues de cette crèche reconnaissent que les petits garçons retournent vers des jeux de petits garçons et les filles vers des jeux de petites filles. Et que donc le seul moyen qu'on a pour éviter que les stéréotypes de genre se reproduisent, c'est de priver les enfants de liberté. Et on le fait soi-disant au nom de la liberté. Donc là-dessus, il y a une hypocrisie et il y a quelque chose qui quand même est assez révélateur de l'hérésie de ce système-là. À propos du cas norvégien, ils ont a priori balayé la théorie du genre en disant justement qu'il n'y avait rien de scientifique à ça. Oui, alors effectivement, malheureusement, ça n'a pas été aussi franc que ça, puisque l'institut qui existe en Norvège, on a coupé les crédits en Norvège, et ils se sont relocalisés en Suède, donc il y a toujours un institut théorie du genre en Scandinavie, mais effectivement, il y a quelque chose que nous on appelle le syndrome de Dracula. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est capable d'éclairer le débat sur la théorie du genre, les militants du genre reculent parce que c'est quasiment impossible d'assumer les écrits qu'ils ont proposés et publiés depuis des années. Donc en Norvège, il a suffi effectivement qu'un journaliste aille interroger les universitaires qui prétendaient être des universitaires et des scientifiques de la théorie du genre pour que le grand public s'aperçoive de la fumisterie des idées qu'il proposait. De la même façon, en France, il a suffi par exemple qu'on fasse parler, qu'on explique qu'il y avait une proposition de loi d'une députée qui visait à débaptiser les maternelles parce qu'elle jugeait que c'était trop genré. Il a suffi d'en parler pour que le projet de loi soit retiré. Ce projet de loi d'ailleurs est apparu une deuxième fois lors d'un amendement à l'Assemblée nationale, et les militants du genre, et notamment Barbara Pompili, qui est la présidente du groupe écologiste à l'Assemblée, qui avait redéposé cet amendement-là, souhaitait le faire adopter en toute discrétion. Il a suffi qu'un parlementaire de l'UMP demande que sur la question de savoir s'il fallait débaptiser les maternelles ou pas, il y a un vote public, c'est-à-dire qu'on sache nommément qui vote pour, qui vote contre, ce qui est une tradition, ce qui est quelque chose de tout à fait naturel à l'Assemblée nationale, pour que Barbara Pompili retire son amendement au prétexte que c'était un sujet trop grave pour qu'on puisse savoir qui a voté pour, qui a voté contre. Et ça, effectivement, ça témoigne bien
d'un phénomène assez intéressant sur ces questions-là. C'est qu'on a quand même une théorie qui est très fumeuse, quand on l'explique à partir des textes qui ont été publiés, fait effectivement rapidement provoque une réaction d'hostilité chez le grand public et chez la majorité des pédopsychiatres, des professionnels de l'enfance, des enseignants. À l'Observatoire de la théorie du genre, on a des parents d'élèves, mais on a aussi beaucoup d'enseignants qui finalement nous rejoignent parce qu'ils sont inquiets des délires qu'on leur propose. Eh bien, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on éclaire cela, ils sont obligés de reculer. Et que pour l'instant, ils avaient réussi à faire avancer beaucoup de leur combat dans la plus grande discrétion, parce que personne n'en parlait. Dès lors qu'on en parle, qu'on explique, qu'on montre justement jusqu'où ça veut aller, parce que très souvent la difficulté de la théorie du genre, c'est que ça paraît très anecdotique, ça paraît quelquefois tellement ridicule que personne ne peut penser que ça peut inspirer une politique publique. Et dans les politiques publiques, on fait en sorte de créer, notamment c'est le cas dans l'éducation nationale en France, on a plein de dispositifs qui se complètent. Mais à chaque fois qu'on regarde un dispositif en particulier, on se dit, bon, c'est pas bien méchant. Mais c'est quand on voit que chaque rouage se combine l'un dans l'autre qu'on s'aperçoit qu'effectivement, on a là une vraie volonté, une vraie machine qui vise à déconstruire la complémentarité homme-femme, qui vise à nier l'altérité sexuelle et qui vise au final à justement dépasser la binarité masculin et féminin. Et je crois que ce débat-là, il peut effectivement être mené de deux façons. Soit on l'assume politiquement, et dans ce cas-là, moi je suis prêt à débattre, on est prêt à débattre avec tous ceux qui veulent effectivement clairement qu'on pose le débat dans ces termes. C'est est-ce que vous voulez vraiment que l'école dépasse la binarité entre masculin et féminin? Est-ce que vous pensez qu'il y a autre chose entre le masculin et le féminin? Et donc dans ce cas-là, on a un vrai débat démocratique. Et je crois que dans un débat démocratique, le résultat est déjà connu d'avance. Soit on a ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on nie la volonté, on nie les textes, on nie ce qui existe déjà, et on essaie de nous faire croire que c'est simplement des choses un petit peu inoffensives qu'on est en train de mettre en place et que c'est pas du tout ça le projet. Sauf que ça frustre les Français qui s'aperçoivent qu'on leur ment, qu'on leur cache quelque chose. Ça frustre aussi d'ailleurs des militants du genre, puisque certains universitaires, Marilène Boursier par exemple, revendique sur tous les plateaux ce débat-là aussi. Elle veut qu'on puisse porter ce débat-là, parce qu'elle revendique le fait que la théorie du genre, c'est quelque chose de politique et que ça vise à faire comprendre aux gens qu'il n'y a pas que le masculin et le féminin, qu'il y a plein de genres différents, qu'on pourrait être libre de choisir. Eh bien, ce débat-là mérite d'être posé dans des termes aussi clairs. Et le gouvernement, en truquant le débat, en essayant de faire croire que c'est pas ça le véritable débat, que c'est simplement l'égalité homme-femme, est en train de mentir aux Français et de faire passer la théorie du genre pour quelque chose de beaucoup plus inoffensif que ce qu'elle est en réalité. Même au niveau de l'égalité, justement, c'est assez... ça pourrait être contestable dans le sens où là, on demande une égalité sur la ligne d'arrivée, enfin, même pas sur le point de départ. On veut forcer, par exemple, à ce que dans les hautes études de mathématiques, il y ait, par exemple, 50-50 pour... Ouais, effectivement, en fait, même en termes d'égalité d'ailleurs, l'exemple le plus frappant, ça a été le combat parlementaire qu'on a mené lors de la loi Peillon. Puisque lors de la loi Peillon, il y a un amendement qui est adopté en première lecture à l'Assemblée nationale, déposé par Julie Sommaruga, qui vise à rendre obligatoire l'éducation à l'égalité de genre. L'Observatoire lance une grande mobilisation et on arrive à faire reculer les sénateurs et on arrive, grâce aux sénateurs de l'opposition, à corriger cet amendement et à dire on ne veut pas une éducation à l'égalité de genre, mais une éducation à l'égalité homme-femme. Et si, finalement, la majorité socialiste était franche, puisqu'elle nous dit tout le temps, dans tous les débats, que c'est ça son réel objectif, que c'est pas l'éducation à la théorie du genre, mais que c'est l'égalité homme-femme, elle aurait dû se satisfaire de cette rédaction-là. Elle l'a fait rechanger en deuxième lecture à l'Assemblée, et en deuxième lecture à l'Assemblée, à nouveau Barbara Pompili, présidente du groupe écologiste, supprime la rédaction égalité homme-femme pour remplacer par l'égalité de genre, en prétendant que l'égalité de genre, ça va au-delà de l'égalité homme-femme. Et c'est cet au-delà qui pose un problème. Parce que qu'est-ce que c'est une égalité qui va au-delà de l'égalité homme-femme? On est dans quelque chose qui devient effectivement très idéologique, qui, au final, on le voit en tout cas sur les programmes ABCD, risque de
ne pas créer d'égalité mais renforcer les inégalités, qu'en plus les pays qu'on prend en modèle, la Suède par exemple, n'est pas un modèle d'égalité homme-femme, c'est un modèle effectivement ultra féministe, ultra influencé par le genre, mais les inégalités salariales par exemple entre hommes et femmes, elles sont plus fortes en Suède qu'en Italie. Qui pourtant est pas du tout est présenté partout comme un modèle patriarcal, très très loin justement du progressisme du milieu scandinave. Les résultats scolaires des filles et des garçons, à 15 ans, les filles ont 1 an et demi d'avance sur les garçons. C'est le 2e pays de l'OCDE où les inégalités sont les plus fortes. Donc la Suède n'est pas le bon modèle. Et pourtant, on est en train de suivre ça pour des raisons purement idéologiques, et l'égalité, c'est pas du tout ce qu'on va obtenir avec la théorie du genre. On va vraiment obtenir un monde où on aura opposé frontalement garçons et filles, où on aura effectivement déconstruit la complémentarité homme-femme en essayant de remplacer l'égalité par l'uniformité. Tout le monde devra être exactement pareil, et en réalité ça n'arrivera pas, parce qu'à force de vouloir aller vers l'uniformité, on va aller finalement vers des conflits hommes-femmes importants, qui étaient déjà ce que souhaitait Monique Wittig, qui était déjà ce que souhaitaient certaines militantes radicales des années 70 dans cette fameuse guerre des sexes, la sex war, qui était finalement l'origine de la théorie du genre. Donc on retrouve toujours cela, et c'est pour ça qu'il faut être très attentif. On dit souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions. Là, c'est clair qu'au nom de l'égalité, on est en train de créer les conditions d'une guerre des sexes qui sera très importante. Et alors, pour revenir un petit peu sur ce que vous faites, en quoi consistent vos actions Alors, l'Observatoire, on a plusieurs choses. On a essayé de mettre en place un site internet qui est alimenté très régulièrement à la fois d'analyses, de notes, et on a des parents, on a encore un reste d'autres de 1500 correspondants dans les établissements scolaires qui nous font remonter des demandes, soit de précision, soit des exemples précis. Donc on fait des notes d'analyse à partir des remontées qu'on a du terrain. On diffuse aussi de l'information sur la vigilance qu'on met sur tous les documents officiels. Et nos sites internet, certains mois, dépassent les 1 million de visiteurs uniques, donc ça commence à être effectivement assez important. On a développé aussi des mobilisations, donc mobilisation contre l'amendement sur Maruga, mobilisation actuellement contre le programme ABCD. Contre le programme ABCD, par exemple, on est déjà à un peu plus de 180 000 signataires. On a fait 350 000 signataires contre l'amendement Sommaruga. On dispose aujourd'hui effectivement d'une base de sympathisants assez importante qui nous permet de mobiliser très rapidement les Français sur ces questions-là. Et puis, on continue à faire de la pédagogie en multipliant les conférences sur la théorie du genre, sur l'histoire de la théorie du genre, en développant des documents pédagogiques pour les parents, pour les correspondants, pour les enseignants, sur la théorie du genre et son histoire, sur Tomboy, la manière dont il faut comprendre ce film, sur le programme ABCD, ses origines, sur les différentes théories qu'on peut retrouver, sur la théorie queer, sur les écrits de tel ou tel auteur. Et donc voilà, on essaie d'offrir aux Français des outils qui leur permettent de décrypter et de mieux comprendre la théorie du genre, parce qu'on prend le pari que dès lors qu'on l'explique, dès lors qu'on comprend la théorie du genre, on ne peut y être qu'opposé. Donc notre objectif, il est simplement d'expliquer très clairement ce qu'est la théorie du genre en se basant sur des textes officiels ou sur les écrits des auteurs de la théorie du genre, parce qu'il n'y a même pas besoin de les caricaturer pour arriver à mobiliser les Français et les parents d'élèves notamment, parce que les écrits sont tellement violents et tellement contre le bon sens qu'ils suffisent en eux-mêmes à créer le sentiment de rejet qui est nécessaire auprès de la théorie du genre. Vous avez dû avoir même un sacré bond en avant là, avec les actualités récentes, avec Payon qui disait que ça n'existait pas, etc. Oui, alors c'est la deuxième fois qu'ils le font, parce qu'en fait, ça fait déjà, il nous a déjà au mois de juin 2013, on avait déjà eu Jean-Marc Ayrault qui avait dit que la théorie du genre était une rumeur, que ça n'existait pas, etc. On avait déjà dû répondre. Là, effectivement, depuis le mois de janvier, on a eu un très gros combat, notamment pour arriver à montrer concrètement que, malgré ce que disait Vincent Payon, il y avait des éléments qui montraient que la théorie du genre existait. Et effectivement, aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui nous appellent, des parents qui se mobilisent et qui essayent d'avoir des informations
pratiques, concrètes, sur savoir ce qu'ils peuvent faire dans leur établissement, ce qu'ils ne peuvent pas faire, quels sont les éléments à mettre en avant dans un conseil de classe, etc. Et donc effectivement, il y a une vraie mobilisation qui se fait, et depuis le mois de janvier, l'Observatoire effectivement a beaucoup d'activités. Il y a deux facteurs qui permettent vraiment de développer la théorie du genre. C'est les manuels scolaires et la littérature enfantine, et les associations agréées intervenant en classe. Si les parents d'élèves se mobilisent sur ces deux questions-là, en demandant au chef d'établissement d'avoir la liste des livres qui vont être utilisés en classe, et d'être tenu au courant des associations qui sont habilitées à intervenir dans l'établissement, c'est deux moyens de montrer au corps enseignant que les parents sont vigilants, et c'est deux moyens qui, très souvent, suffisent à créer un phénomène d'autocensure qui fait que du coup les établissements font attention à ne pas inviter n'importe qui et à ne pas utiliser des livres qui soient trop militants. Dans 90% des cas, ces deux vecteurs-là sont efficaces. Après, on peut avoir les cas d'enseignants ou de directeurs de déplacement très militants qui, malgré tout, veulent passer en force et faire intervenir une association militante ou utiliser un livre très militant. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, il y a une mobilisation qui doit se mettre en place avec les parents. Donc là, on peut les accompagner pour essayer d'écrire au directeur de l'établissement, le rencontrer, mettre en place une pétition, rencontrer l'inspecteur d'académie, etc. Et après, il y a toute une... dans certains cas plus extrêmes, il y a toute effectivement une capacité de mobilisation qui peut être mise en place, mais très souvent, il suffit que les parents se mobilisent et prennent la parole sur ces questions-là, en demandant juste de savoir quels sont les livres qui vont être utilisés et quelles sont les associations qui vont être habilitées à intervenir pour finalement tuer dans l'œuf la théorie du genre et éviter qu'elle se propage dans leur établissement. J'aurais une dernière question, après je vous fous la paix. Ça concerne justement ces supports comme Tomboy, comme Papa porte une robe, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, ça reste très minoritaire, ces supports? En fait, la difficulté, c'est que on s'est aperçu qu'il y a de multiples supports, qu'à chaque fois on en découvre de nouveaux, et qu'à chaque fois qu'il y a une mobilisation, ils reculent. Tomboy, par exemple, on l'a découvert un peu tardivement, puisque c'était pas du tout un dispositif qui était censé évoquer la théorie du genre, puisque c'est un dispositif école et cinéma qui était consacré à la culture, et il y aurait eu plein d'autres films à proposer aux élèves que Tomboy. Donc il a fallu quelques temps pour qu'on touche du doigt et que des parents nous alertent sur ce film-là. Et donc il y a eu toute une période où effectivement il y a eu pas mal d'élèves. C'était prévu pour des élèves de collège, en réalité ça a été surtout des élèves de CE2, CM1, CM2 qui ont vu ce film, et donc il y a eu toute une période où il y a eu pas mal d'élèves qui les ont vus. Depuis, effectivement, il y a un peu moins d'établissements qui le programment parce que la polémique a alerté les parents, et que les parents, y compris, et les enseignants, parce qu'il y a aussi beaucoup d'enseignants qui, quand ils ont programmé Tomboy, qui ne savaient pas quelle était la philosophie qui était proposée par ce film, quelle était la théorie qui était envisagée. Et puis là aussi, c'est très clair, puisque la réalisatrice dit clairement dans le dossier de presse qu'elle voulait faire un film subversif et militant auprès des plus jeunes. Donc peut-être que les parents et les enseignants, au début, ne le savaient pas. Maintenant qu'ils le savent, il y a un peu moins de gens quand même qui le projettent. De la même façon, les livres, Papa porte une robe, ou Mehdi du rouge à lèvres, etc., toute cette littérature-là, dès lors qu'on en parle, les enseignants sont un peu plus alertés, et du coup ont tendance à moins l'utiliser. Mais à chaque fois qu'on ferme une porte en signalant un livre et en demandant justement à nos correspondants d'être très vigilants, d'en parler aux autres parents d'élèves ou aux enseignants en leur disant attention, n'utilisez pas ce livre-là parce que autrement ça va poser un problème avec la communauté éducative, et bon, on s'aperçoit qu'il y a d'autres choses qui apparaissent. On a un exemple de théorie du genre pure dans un exercice de maths, alors qu'on ne pensait pas du tout avoir un tel type d'idéologie dans un manuel de maths. On a des fiches pratiques de cours qui aussi sont assez ambiguës. Donc on trouve à chaque fois des nouveaux sujets d'inquiétude, mais voilà, c'est pour ça que notre travail aujourd'hui, ça consiste à recenser, à les faire connaître, et à chaque fois qu'on arrive à faire connaître, on ferme une porte, mais on sait que malheureusement, quand on ferme une porte, il y en a une autre qui s'ouvre ailleurs, et qu'il faut rapidement la fermer elle aussi. C'est l'initiative des professeurs de sortir ce genre d'exercice? Ça dépend. En fait, il y a des associations qui existent, qui proposent aux enseignants des mallettes pédagogiques ou des listes de livres. Il y a des enseignants qui sont
qui le font en toute bonne foi, il y en a qui le font de façon militante, il y en a qui effectivement piochent un petit peu sur les forums des exercices sans vraiment savoir pourquoi ils le font, et on a un peu tous les cas de figure. Mais effectivement, il faut être très vigilant, parce que très souvent, y compris les enseignants, ne savent pas trop ce qu'il peut y avoir derrière. Alors il y en a quelques-uns qui sont formés, qui sont formatés, qui le font de façon militante, mais il y en a qui peuvent utiliser des mauvais livres ou des mauvais documents pédagogiques sans savoir réellement que derrière ça, il y a la théorie du genre.